Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit d'où vous nous recevez. En ce dimanche 5 mai 2024, c'est l'heure du jury du dimanche qui reçoit des visages généralement assez connus pour nous dire comment ils lisent et appréhendent les événements en cours dans le pays et éventuellement dans le monde qui nous entoure. Dans ce numéro, nous y recevons M. Mamadou Mignane Diouf. Il est le coordonnateur du Forum social sénégalais, philosophe de formation, licencié en gestion des ressources humaines, formateur en leadership, expert en migration, développement et également expert sur les questions d'eau et de souveraineté alimentaire, consultant et en suivi évaluation de projets, membre de plusieurs réseaux et organisations de la société civile ici et ailleurs. Mignane Diouf est aussi initiateur de la convergence contre l'accaparement des terres en Afrique, un sujet d'une brûlante actualité. Nous en parlerons au cours de l'entretien, mais on commencera par les rapports accablants des corps de contrôle. C'est un peu l'éternel recommencement de l'histoire. On se demande même comment l'État lui-même est si peu regardant sur ses propres deniers et ses propres bijoux de famille au point de laisser des associations de malfaiteurs, on peut le dire comme ça, se servir comme bon leur semble. Après, on ne fera que constater les dégâts et on versera des larmes de crocodile. Bonjour, Monsieur Diouf, merci d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de JDD. Bien, je vous remercie, Hassan, et c'est moi qui suis très honoré d'être ce dimanche avec vous pour parler des questions assez importantes liées à l'actualité nationale, sous-régionale et internationale. C'est un gros privilège de pouvoir utiliser vos canaux pour parler à l'opinion de toutes ces questions. J'avoue que je ne suis pas très en forme, mais j'ai fait le sacrifice qu'il fallait parce qu'à mon avis, c'est un moment très important de pouvoir éventuellement échanger, partager des analyses sur ce qui se passe, comment est-ce que les choses se présentent, aussi bien pour l'avenir du Sénégal, de l'Afrique et du reste du monde. Très bien. Merci donc d'avoir accepté cette invitation. Avez-vous toujours une forme de capacité d'indignation après tous les abus allégués toutefois au lendemain ou après les publications de rapports de corps de contrôle? Est-ce que vous êtes toujours choqué par ça? Mais Hassan, je crois que tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises sont indignés de constater, bien sûr, sur les brides d'informations qui sont déjà sorties de ces rapports, de constater beaucoup d'avaries, beaucoup d'anomalies et beaucoup d'injustices ici et là. Maintenant, il reste à savoir quelle exploitation tout cela va être faite par les pouvoirs, à la fois juridiques surtout et politiques. Mais je crois que tout le monde quand même est indigné de constater si ce qui sort de la presse émanant de ces rapports est confirmé, c'est quand même indignant, c'est quand même inquiétant et très frustrant de constater que ceux qui étaient chargés de nous tracer un avenir meilleur, c'est-à-dire ceux qui se sont engagés en politique et qui nous disent confiez-nous votre vie, vos biens, vos budgets, votre sécurité, confiez-nous tout cela et nous allons nous en occuper de la façon la plus belle. Si c'est ceux-là qui sont indexés d'être à la base de tous ces modes de gouvernance mal faite, il y a de quoi à la fois être indigné et être inquiet. D'accord. Est-ce que il y a une solution ou un remède parce que d'autres peuvent comprendre aussi que cela puisse s'agir d'une forme de fatalité, parce qu'à chaque fois, c'est la même rengaine, on pourrait dire. Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution face à cette histoire, mais qui est totalement ravageuse pour toute économie? Je voudrais partir de ce que Sankara disait à l'époque. Il n'existe pas de fatalité en politique. Tout ce qui arrive en politique
est le résultat d'actions et de pensées politiques. Et toute erreur en politique peut être rectifiée parce que ça se paye cash. Et Sankara a ajouté que tout ce qui est humain, de tout ce qui est humain, rien ne m'émeut. Donc il n'y a pas de fatalité. Les causes sont politiques, les solutions seront politiques. Maintenant, jusqu'où nous avons avoir le courage, la détermination et l'engagement de suivre ces causes politiques pour y trouver des solutions politiques, c'est là la grosse question. Mais tout ce qui arrive, à mon avis, dans le sens de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise gestion des biens et des services, de détournement de deniers publics, etc., ce n'est pas parce que Dieu nous en veut que ça nous est arrivé. C'est parce que nous-mêmes, nous avons été par moments très sincères avec nous-mêmes et avec le bien commun que cela est arrivé. On a souvent donc mis en avant notre propre égoïsme personnel et non pas l'intérêt global et commun des populations sénégalaises. Donc ce qui arrive n'est ni de la fatalité, ça peut être un accident de parcours, oui, mais qu'on reconnaisse que j'ai fait un accident et que désormais plus jamais nous va arriver. Dans certains pays du monde, quand des situations comme ça arrivent, les responsables vont s'agenouiller devant le peuple pour dire pardon. J'ai commis une erreur, j'ai commis une bêtise. Est-ce que chez nous, ceux qui sont à la base de ces actions dites de malgouvernance reconnaissent les choses et sont prêts à se repentir et à demander pardon et sont même prêts à payer là où il faudra payer? C'est donc tout cela qui, à notre avis, nous fait penser donc que si les causes sont politiques, les solutions sont politiques. Et dans ces solutions politiques, il faut de la volonté politique de ceux qui dirigent. Il faut de la volonté politique de ceux qui sont chargés de sanctionner, d'évaluer et de montrer et de mettre le doigt là où ça n'a pas été ça. Mais tout en disant aussi, là où ça a été un modèle de gouvernance, il faut aussi savoir sanctionner positivement, encourager ceux-là qui ont eu ce comportement, les féliciter même devant le peuple pour avoir la même occasion aussi de sanctionner de l'autre côté ceux qui n'ont pas été d'un bon exemple. Oui, c'est ça. Il y a également une autre question qu'il faut se poser. Pourquoi il est si facile, facilité déconcertante, d'arriver à faire des micmacs ici dans le pays sur le dos non seulement de l'État mais du contribuable? Pourquoi n'y a-t-il jamais de prévention? Mais les préventions existent en politique. Vous savez, dès l'instant qu'on a dit on a des organes de régulation et de contrôle, ces organes déclinent des modèles de comportement, des lignes à ne pas franchir. Mais qu'est-ce qu'on fait quand ton chauffeur a acquis son permis de conduire sur la base du code de la route, mais qu'il ne respecte pas? Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça veut dire que les choses sont là, les règles sont là, elles sont bien claires. Je me rappelle à l'époque quand le président Sall disait « l'OFNAC c'est pour nous qui sommes là aujourd'hui et que je ne protégerai personne ». Donc ce qui se passe en vérité, c'est que nous avons une capacité déconcertante de contourner les règlements et le dispositif préventif. Et quand nous le contournons aussi, ceux-là qui étaient chargés de nous sanctionner parce que nous avons fait une infraction de contournement, cela ne nous sanctionne pas, ni à temps, ni de la façon la plus radicale pour que cela serve d'exemple et de modèle pour ceux qui viennent derrière. C'est de cela qu'il s'agit en vérité, mais je pense que oui, tout le dispositif juridique, administratif, existe dans les textes. Mais vous savez aussi, l'homme, en tant qu'animal humain et politique, a tout le temps aussi des subterfuges pour contourner ce que la loi interdit de faire. Et je donne l'exemple flagrant du code de la route. Le chauffeur de car rapide à qui on a donné un permis de conduire sur la base de son test d'admis et de ce que le code de la route lui permet, mais il arrive tout le temps. Et donc, s'il n'a pas un policier ou un gendarme capable de lui dire « mais là, vous avez fauté, vous avez fait une infraction et je vais vous sanctionner »,
Mais en vous sanctionnant aussi, je ne cherche pas, moi, à gagner quelque chose dans ma poche à moi. D'accord. Je veux que la sanction, donc, soit une sanction modèle et que ça aille dans le budget de l'État, dans le trésor. Je crois qu'à partir de ce moment, sans doute, on peut éviter ce qui arrive en faisant de sorte que ce que prévoit la loi de faire soit respecté. Et si ce n'est pas respecté, qu'il y ait ou des sanctions négatives ou positives, mais de la façon la plus radicale et la plus transparente et la plus juste. D'accord. J'espère que aussi parce on en a connu l'expérience qu'il n'y aura pas de vendetta ou de chasse aux sorcières après la publication de ces rapports. Mais avant qu'on évolue, dans un pays ravagé par la malgouvernance, dans quelle situation il est, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de ça? C'est-à-dire tous les secteurs deviennent malades, il y a un climat d'anarchie. Que peut donner un pays souffrant de malgouvernance? Hassan, vous savez, la malgouvernance, la corruption nous fait perdre énormément de ressources financières qui auraient dû aller dans les caisses de l'État au service des populations et des citoyens. Il est évident que ce que nous perdons en termes de malgouvernance, de corruption et de détournement, si on faisait le point sur les budgets de nos États, ça peut avoisiner jusqu'à 10-15%. C'est énorme. C'est comme si on perdait des récoltes aussi parce qu'il y a quelqu'un qui passe derrière et qui soustrait des sacs de mil, d'arachides et autres au détriment des autres. Donc, ça veut dire que nous perdons énormément. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de faire de sorte que ce que dit la bonne gouvernance, ce que dit l'administration et dans sa règle déontologique, ce qu'il ne permet pas de faire ne soit pas fait. Tant qu'on n'est pas capable de dire voilà ce que dit la loi, voilà ce qu'il faut respecter, voilà le code administratif, voilà le code juridique de ceci et de cela, mais tant qu'on reste donc dans la relation de protection du camarade, du parti ou de la coalition, on ne pourrait pas donc endiguer et freiner ce que nous perdons annuellement en termes de revenus et de ressources. Maintenant, pour que cela soit aussi, sans doute, il faut revoir la forme de nomination des uns et des autres. Là où il y a des postes stratégiques, on y arrivera. Je pense aussi que, oui, comme vous l'avez dit, s'il y a des malversations et s'il y a changement de régime, il faut aussi éviter de tomber dans ce que certains appellent la chasse aux sorcières, c'est-à-dire les règlements de compte. Il faut uniquement et simplement faire de sorte que ceux qui doivent être sanctionnés positivement le soient, ceux qui doivent être sanctionnés négativement le soient, et que ce soit à la justice, uniquement et exclusivement à la justice, de s'occuper des dossiers liés à la publication des rapports. Mais tant qu'on essaiera de régler un compte à un ancien adversaire, ça va faire une roue tournante tout le temps. Parce que ceux qui viendront aussi 4 ans, 10 ans après, se diront, lui aussi, pendant que moi j'étais dans l'opposition, voilà comment il se comportait, voilà comment il me jugeait, voilà comment il me traitait. Alors qu'il s'agit en fait de soustraire de la question crypto-personnelle dans la gouvernance et de ne se fier qu'à la gestion de l'intérêt commun des Sénégalais. C'est-à-dire que la patrie soit ce qui seulement nous permet de juger les uns et les autres et non pas la clientèle politique, la relation politique. Et ça me fait penser à une chose que le président Mamadou Dia me disait à l'époque, paix à son âme, quand un jour je suis allé lui rendre visite ici chez lui, pour lui donner un cadeau de nouvel an. Et il me dit, Mignan, votre génération n'aime pas le pays. Je dis, mais pourquoi président? Il me dit, vous, dès que vous êtes nommé quelque part, tout ce que vous cherchez, c'est comment vous enrichir dans l'espace de 6 mois. Et vous allez même déménager de là où vous habitez pour aller habiter au cœur des Almadies. Et il me dit, nous, on avait gardé nos maisons d'enseignants, de fonctionnaires. Mais vous, en 6 mois, vous avez 3-4 maisons.
5, 6, 7 voitures. Et il me dit donc, ça veut dire que vous n'aimez pas le pays. Il me dit, nous, à l'époque, ce qui nous faisait courir, c'est qui aime le pays plus que l'autre. Mais vous, votre génération, c'est qui s'enrichit dans l'espace d'un mandat. Et je crois qu'il avait raison. Donc, je crois que c'est toutes ces questions-là qu'il faudra donc savoir analyser et essayer de comprendre comment est-ce que nous pouvons faire de sorte que ceux qui ont la charge de gérer les biens du pays, les richesses du pays, le fassent sur la base de la déontologie, de la morale, de la suffisance, de la retenue et de l'intégrité. Très bien. Ouais. Voilà, ils n'aiment pas le pays. Moi, je peux ajouter même qu'ils ne s'aimeraient pas, qu'ils ne s'aiment pas. Voilà. Parce qu'il n'y a jamais de bonheur individuel. Le bonheur, il est tout le temps collectif. Alors, il y a beaucoup d'alternance ici au Sénégal. C'est la troisième, si je m'abuse. Alternance, oui. Est-ce que depuis lors, ce n'est pas le mal qui alterne le mal? Parce que le pays, malgré les respirations démocratiques, ne cesse de dérailler sur le plan comportemental, sur le plan de la santé morale. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, je crois que tout le monde se félicite des alternances qui sont arrivées au Sénégal depuis 2000. Tout le monde s'en félicite. Nos amis à travers le monde, à travers l'Afrique, les réseaux avec lesquels nous travaillons sur différentes questions nous appellent et s'en félicitent. Mais quand on fait une analyse sociologique ou anthropologique de cette démocratie sénégalaise, le ventre mou de notre démocratie reste l'équité, la justice et la transparence. Équité parce que même si nous avons la capacité souvent de réagir dans un agenda électoral pour éviter le pire et le chaos, ce qui est donc d'atout démocratique important, mais nous n'avons pas encore jusqu'ici des ressorts importants qui peuvent permettre de sorte que cette démocratie soit soutenue par un traitement de justice et d'équité, où tout le monde est sanctionné de la même façon, où tout le monde est jugé de la même façon. Souvent, certains ont parlé de Kumba Amdei et de Kumba Amundei. Certains peuvent se permettre de faire certaines choses et rien ne s'ensuit, mais d'autres, quand ils le font, tout peut leur arriver. Donc, il faut que la justice retrouve sa place dans la démocratie sénégalaise. Il faut que l'équité et l'égalité des chances retrouvent aussi sa place dans la démocratie sénégalaise pour que ça devienne une démocratie modèle qui sait à la fois élire, mais qui sait aussi donc à la fois faire valoir l'équité, quelle que soit l'origine ou la place de la personne. Mais quand il n'y a pas d'équité et que celui qui est dans un parti politique, une coalition politique, peut se permettre certaines choses que toi et moi, qui ne sommes pas dans une coalition, ne nous permettrait pas, cette démocratie est encore une démocratie très électoraliste et non pas une démocratie de développement, non pas une démocratie d'égalité, de transparence et de bonne gouvernance. Il faut donc, à mon avis, que cette démocratie arrive. Maintenant, il faut se féliciter que le Sénégal arrive tout le temps à avoir une résilience, des ressorts. À chaque fois que le chaos est prédit, que les Sénégalais se retrouvent. Ça veut dire donc que ce peuple-là est un peu en avance sur ses décideurs, sur ses leaders. Et il faut donc que les leaders aussi rendent la pièce de la monnaie à ce peuple en faisant de sorte que les dégâts que cause l'inégalité du traitement parmi les citoyens, l'injustice dans la société, que tout cela donc puisse sortir désormais du sac de la démocratie. Sinon, on peut réussir souvent des campagnes électorales, un échiquier électoral, et échouer aussi dans la bonne gouvernance, échouer dans le développement, échouer dans la lutte contre la corruption, échouer aussi dans le traitement égalitaire des citoyens quand il s'agit de faire preuve d'égalité. Très bien. Je rappelle que nous recevons en ce numéro de JDD M. Mamadou Mignane Diouf. Il est coordonnateur du Forum social sénégalais.
Je rappelle également que vous avez une passion pour tout ce qui est foncier et qu'on vous a vu sous les feux des projecteurs quand il s'est agi de se battre pour le littoral. Voilà, ce sujet est revenu au devant de l'actualité. Alors, avant de voir ce qui s'est dit avec le président et les décisions de gel ou de suspension de construction qui ont été prises, depuis quand, avec toute votre expérience, depuis quand, selon vous, remonte la spoliation du littoral dakarois? Ça ne date pas d'aujourd'hui, certainement. Oui, oui, ça ne date pas du tout d'aujourd'hui, la spoliation du littoral sénégalais, qui est très important. Le Sénégal a la chance d'avoir une côte de littoral très importante et très étendue. La grande côte jusqu'à Saint-Louis, en passant par Kaya, etc., Fass-Boye et les autres. La petite côte en passant de Dakar, Mbour, Joal, Mbodiène, Ndangan, Palmarin, Djilor, Simal, Fimela, sans parler maintenant de l'autre partie de l'île, les îles du Saloum. Donc, on a la chance d'avoir un littoral. Certains pays, sans doute, s'ils avaient cette chance d'avoir ce littoral-là, ils auraient dû savoir comment l'exploiter, le valoriser. Mais nous avons laissé l'avantage qu'offre ce littoral à d'autres, à des gros bonnets, et à qui donc on a donné des privilèges au détriment de ce que je disais tout à l'heure, le ventre mou de la démocratie, donc se retrouve aussi là-bas. Ça a remonté un peu, je crois, au début du mandat de Abdou Diouf. Quand Abdou a succédé à Senghor, on avait déjà commencé à constater les anomalies. Mais ça n'avait pas atteint ce niveau quand même, du tout. Maintenant, à partir de l'alternance de 2000, vous avez vu que toute la bataille que nous avions menée d'ailleurs à l'époque contre un hôtel qui est sur la Corniche, je ne veux pas citer de nom. Mais quand l'alternance de 2000 a eu lieu, les promoteurs de cet hôtel se sont mis à fréquenter les nouveaux dirigeants de l'alternance de 2000, qui les ont beaucoup aidés à obtenir ce qu'ils ont obtenu aujourd'hui. Et cette partie était une plage importante, si vous vous rappelez très bien. Les enfants de Gueule-Tapée, de la Médina, etc. Donc passer là-bas des moments importants pendant les vacances ou pendant les jours de congé. Aujourd'hui, cette partie est fermée, est devenue privatisée et fait gagner beaucoup d'argent à quelqu'un ou à des quelqu'un. Il faudra donc essayer de savoir qui c'est. Donc ça remonte de très longtemps. Je rappelle aussi qu'en son temps, le président Sédar avait refusé que cette partie soit construite et que même que la construction se fasse à niveau d'étage. Parce qu'il disait que ça ne permettait pas de faire pénétrer à Dakar l'air marin. Cet air marin dissipe à la fois la pollution, les microbes, et permet aussi donc en même temps d'adoucir la ville. Aujourd'hui, toute la bande est fermée. Et on s'inquiète de voir Dakar se réchauffer. Mais parce que l'air marin qui aurait dû rentrer ne peut plus rentrer. Alors, donc ça s'est accéléré avec le régime du président Wade. Vous avez vu beaucoup de choses qu'on a construites sur le littoral qui l'ont été du temps de l'alternance des libéraux de Wade. Mais quand aussi est arrivé l'alternance avec le président Macky Sall, c'est comme si donc, voilà, ceux qui n'ont pas été servis du temps de Wade ont voulu se faire servir du temps de son successeur, le président Sall. Et la catastrophe est là. Ce que vous évoquez, c'est oui, quand un beau matin, on se réveille, on trouve des caterpillars sur l'œil du phare des Mamelles. Un de nos membres qui habite à côté nous appelle pour nous dire, mais êtes-vous au courant que quelqu'un a déposé ici des caterpillars? Et selon les informations qu'on avait, il voulait faire un hôtel 5 étoiles avec 7 étages. Et nous nous sommes levés, nous sommes allés. Nous avons tiré les chauffeurs des caterpillars pour leur dire, descendez, vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes sous l'œil du phare des Mamelles, qui date de très longtemps. Ce volcan-là, il est éteint et il ne peut pas se réveiller. Il peut se réveiller à tout moment. Donc on a sensibilisé ces choses pour leur dire, si vous touchez par mégarde une partie sensible de ce volcan, Dakar peut connaître une situation catastrophique. Ils disent, on ne savait pas, on nous a payé pour être là. On a suivi le dossier donc jusqu'à mettre en place un comité qu'on appelait le comité Touche pas au phare sous l'initiative du Forum social sénégalais. Et ce comité donc est allé chercher où est-ce que le monsieur qui a
descendu là-bas, les Caterpillar, a trouvé une autorisation. Mais on s'est rendu compte qu'il avait même un titre foncier qui était signé en pleine période de pandémie de la Covid. Comment quelqu'un peut se débrouiller pour que dans l'espace de 2 mois, il se procure un titre foncier bel et bien signé par les services des impôts? On a copié ce modèle, ce document, on l'a transmis au directeur des impôts qui à l'époque était Mambo Diao, et on a demandé à le rencontrer. Puis on lui a dit, c'est vos services qui ont fait ça. Est-ce que vous êtes au courant que vous nous faites courir un risque sur l'œil du phare? On a écrit un dossier transmis au ministère des Mines. À l'époque, c'était Madame Sophie Gladima, pour lui dire, vous êtes ingénieur des mines. Est-ce que vous êtes au courant qu'on est en train de creuser? Bref, au bout du compte... Et à l'époque, je ne vous coupe pas, Mambo Diao vous a répondu quoi? Ben, il nous avait répondu que le président l'avait instruit donc, de retirer ces titres fonciers et de faire rembourser s'il faut rembourser. Et le président nous a reçus. Il nous a reçus, je me rappelle, j'étais ce jour-là avec le général Mamadou Mansour Seck, avec Madame Marie-Angélique Savané et quelqu'un d'autre encore. Et quand le président nous a reçus, on lui a dit, voilà ce qui est en train de se passer. Le président Sall nous dit, c'est là-bas que j'ai fait mon mémoire d'ingénieur des terres. Et je ne voudrais pas aussi donc détruire ce patrimoine écologique important. Et sur place, je me rappelle, le président appelle le ministre des Finances pour lui dire, faites tout pour retirer ce titre foncier et débrouillez-vous pour le rembourser s'il voudra rembourser, mais en tout cas, arrêtez les travaux. Et ça a été arrêté. Les travaux ont été arrêtés. Et le président nous dit, nous avons un programme d'embellissement de la corniche. Ce programme est en cours, c'est vrai. Mais malgré tout ce programme qui est en cours, les travaux autour de la corniche, l'accaparement autour de la corniche, ça n'a pas arrêté. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de nous féliciter de la nouvelle mesure prise par le président Diomaye Faye qui suspend. Mais au-delà de la suspension, il faut évaluer et faire l'audit. Qui a construit quoi? À quand date cette autorisation de construction? Qui le lui a donné? Et quels ont été les complices qui ont facilité le fait que la corniche, le littoral soit occupé alors que c'est une non-indiffécandie? C'est quand même paradoxal qu'une zone bien dite n'est pas habitable et que moi, agent de l'État, je le sais, mais malgré tout, je donne à quelqu'un l'autorisation de venir construire pour y habiter ou faire habiter. Cette personne qui a donné cette autorisation, elle est à la fois aussi fautive que celui qui a construit. Et il faut les trouver dans l'administration parce qu'ils existent. Et ce sont eux les premiers coupables, les premiers bourreaux de notre bien commun, c'est eux. D'accord. On a vu également M. le Président de la République se déplacer sur les terres de Thiès, là-bas à Mbourkat, où, semble-t-il, il y a beaucoup de carnage. Oui, moi je dis Mbourkat c'est bien, etc., mais comparé à l'échelle nationale, c'est du menu fretin. Absolument. Ah ouais, il y a beaucoup. Ouais, c'est ça, c'est une goutte d'eau, etc. Mais la question, est-ce que c'est du ressort un peu du chef de l'État de se déplacer là-bas sur le terrain, d'agir un peu comme un inspecteur? Est-ce que ce n'est pas du ressort des services techniques pour gérer ces situations? Ou bien la situation est tellement inquiétante qu'il faut que la plus haute autorité fasse le déplacement? Je crois bien que oui. Parce que pendant la campagne électorale, les promesses électorales étaient aussi dans ce sens. Le président, quand il était en campagne, il a dénoncé, en rappelant d'ailleurs le cas de Ndengler à l'époque, il a dénoncé l'accaparement des terres. Ouais. Cet accaparement des terres aussi, c'est la faute de l'État, Hassan. Si l'État avait gardé les options des années 60-70, où la terre était construite par des sociétés dites nationales, la SICAP et les HLM, on n'aurait pas dû faire appel à des privés, à des promoteurs privés qui courtisent l'État, qui courtisent les agents de l'administration des impôts et domaines pour disposer de surfaces importantes sur le domaine dit national. La faute a été donc de dire on fait tout pour faire sombrer la SICAP et les HLM et on promeut les privés à qui on attribue des parcelles importantes et sans doute aussi avec des choses qu'il faudra aller chercher. Donc je crois que le déplacement du président
à Mbourkat, qui est juste un des sites, était un bon déplacement. Si maintenant il a touché du doigt le mal du problème, et que ce mal ne se limite pas seulement à Mbourkat, sans doute il y a eu Mbour 2, Mbour 2, Mbour 3, sans doute aussi il y a eu donc Kaolack 1, Kaolack 3, sans doute aussi donc il y a eu Diamniadio, etc. Il faut s'arrêter et faire le point sur tout cela. Et savoir comment est-il possible que sur au même site, que quelqu'un puisse avoir 2 ou 3 parcelles ou même plus. Au moment où l'État dit « je veux faciliter la construction d'habitats sociaux pour les populations ». C'est quand même un paradoxe qui ne peut pas continuer, et c'est là donc que nous nous sommes félicités du fait que le chef de l'État puisse se déplacer. Il reste maintenant à ce que désormais le reste du travail soit fait par les services compétents. Les services des impôts et domaines, la justice sénégalaise, pour voir qui sont les complices et jusqu'à quel niveau chacun est complice de ce qui est arrivé et comment faire de sorte que plus jamais cela ne se reproduise. Et si nous voulons que chaque Sénégalais ait un toit sur le domaine national sénégalais, il y a d'autres formules de politique d'habitat qu'il faudrait faire, d'autres formules de politique d'occupation du domaine national qu'il faudrait promouvoir. Et parmi celles-ci, je pense que nous devons revenir à la base qui était la SICAP, les HLM, voir ce qui ne marchait pas et voir ce qu'il faudra améliorer et rectifier, afin donc de faire de sorte que si on construit un habitat pour les Sénégalais dit habitat social, qu'on ne tombe pas dans les revers de ce qu'on a connu un peu avec Jahaï. Très bien. Ouais. Jahaï a été aussi un cas. On Il y a des gens de Jahaï qui ne devaient pas être parmi ceux qui ont habité là-bas aujourd'hui, mais par des subterfuges administratifs. Puis il y en a. Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit, j'ai acheté la maison de Jahaï, le numéro qu'on m'a donné, j'ai acheté à quelques millions. Pourtant, il n'était pas dans les zones inondables. Donc, voilà, je crois que donc, il faudra que tout cela donc, soit rectifié. Et pour le rectifier, faisons le point, faisons le net et essayons de voir comment ce qui arrive puisse être donc désormais arrêté. C'est ça. Donc, il y a un manque de rigueur. Il y a également un manque d'éthique de façon globale. Exact. Vous m'avez signalé également que vous occupez, ou bien vous étiez l'initiateur d'une convergence qui s'occupe de l'accaparement des terres africaines. Mais qui s'accapare de nos terres en Afrique? Ce sont nos responsables politiques, nos leaders, nos élus, en complicité avec des hommes d'affaires qui font du business sur la terre. Hassan, la terre est ce qui fait la vie. Mais c'est aussi ce qui finit la vie. Nous vivons tous parce que nous sommes nés sur une terre. Ce bâtiment dans lequel nous sommes avec votre radio et télévision, ça a occupé une surface de la terre pour le bâtir. C'est parce que donc la terre nous a permis d'avoir cet espace-là et de le bâtir. Mais quand finira aussi notre mission sur terre, nous allons porter la terre sur nous. Voilà pourquoi la terre est à la fois ce qui enrichit, mais aussi ce qui nous renseigne ce que demain sera. Hassan, si vous êtes aujourd'hui attributaire d'un hectare de terre, vous êtes milliardaire. Parce que la terre fait la vie. Et si cet hectare qu'on vous attribue par complicité ou par camaraderie, vous allez à la banque, vous dites à la banque, j'ai un hectare de terre, je veux un prêt de banque, vous l'avez. Vous l'avez très facilement. Ou bien vous le morcelez, cet hectare-là, et vous le vendez sur la base des parcelles, vous devenez milliardaire. C'est pourquoi, je crois que cela explique ce qui fait qu'à l'époque, le président Wade disait « j'ai fait beaucoup de milliardaires ». Parce qu'on a facilité à beaucoup l'accès à la terre dans des conditions d'inégalité, d'inéquité et d'immoralité. Il faut donc que désormais, que tout le monde soit le même pied et sur la même balance d'accès à la terre. Et ceux qui en ont déjà, qui ne devraient pouvoir en avoir beaucoup plusieurs, que les autres d'abord aient. Hassan, si vous avez 5 maisons, est-ce que chaque jour vous dormez dans ces maisons? Vous ne dormirez que dans une maison. Mais pendant que vous en avez 5, il y a quelqu'un qui passe la nuit à la belle étoile à la rue.
Vous pensez que c'est juste? Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, le ventre mou de notre démocratie, c'est l'inéquité, l'injustice notoire dans le partage, dans la distribution des richesses et des biens. Très bien. Il faut donc reconnaître qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pu accéder à une surface de mètre carré sans avoir été dans un bureau des impôts et domaines pour obtenir un papier. Ceux-là qui donnent ces papiers dans ces conditions-là, ou par corruption, ou par facilitation, ou par camaraderie, ou par excès de relations, ceux-là, je disais, qui sont aussi corrompus et aussi responsables que celui qui a pu acquérir 4, 5, 6, 10 titres fonciers ou documents d'un Sénégalais qui ne peut même pas avoir un petit toit. Très bien. Voilà. Tout ça, c'est de l'ignominie. Oui, on va continuer. Je rappelle à nouveau que nous recevons M. Mignan Diouf, coordonnateur du Forum social sénégalais. On a appris ce matin que le nouveau régime va continuer, va poursuivre la politique un peu de ce qu'il a remplacé, sous un peu le regard bienveillant ou malveillant du Fonds monétaire international. Ouais. Donc ça veut dire que rupture, etc., ça on peut le dire dans l'opposition, mais arriver au pouvoir, c'est une autre réalité. Est-ce que donc on peut s'entendre sur une chose, être dans l'opposition, c'est totalement différent que d'arriver au pouvoir. On peut pas continuer à avoir les mêmes éléments de langage. On change du tout au tout. Comment est-ce que vous comprenez, bon, c'est pas du reniement, mais c'est un peu de la réelle politique. La rupture, ça peut pas prospérer à tous les coups quand on est au pouvoir, quand on accède en tout cas au pouvoir. Oui, donc, je crois que vous avez tout à fait raison. Militant altermondialiste que je suis, nous avons tout le temps dénoncé les immixtions de la Banque mondiale et du FMI dans la gouvernance de nos États. Et j'ai souvent dit à certains experts, démontrez-moi le pays que le FMI a développé. Donnez-moi un pays que c'est le FMI qui a développé par ses politiques. Le FMI, les institutions financières internationales, qui ont été donc créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, constituent des outils qui permettent au capital d'avoir le regard très pesant sur notre souveraineté. Et c'est pourquoi il est tout le temps difficile à un régime qui prône la rupture d'arriver et d'exécuter la rupture ici, là et maintenant et immédiatement. Parce que vous trouvez une situation réelle, ce que vous appelez la réelle politique. Le discours de l'opposant n'est pas forcément la pratique du pouvoir. Quand vous êtes dans les tribunes pour regarder le match de football, c'est plus facile pour vous que quand c'est vous qui êtes sur le terrain. L'acteur. Est-ce que vous voyez? Donc, je crois que oui, il va être difficile à 1 mois de régime, 2 mois, et même 6 mois, 1 an, de dire j'ai instauré la rupture et j'ai coupé les relations ombilicales avec le réseau de la mondialisation. Où on trouve des multinationales, où on trouve des réseaux qui font du bien ou qui font du mal, mais qui en vérité cherchent leurs intérêts, mais qui sont aussi donc en complicité de financement avec ce que vous appelez le FMI. Tout de suite, ici, là et maintenant, je ne vois pas un régime en Afrique et même dans le monde capable de dire 18 jours après, 20 jours après, je romps. Ce n'est pas possible. Il y a une continuité qui vous permet donc de jauger la situation, de mieux vous imprégner de ce qui se passait, aussi bien au niveau national, sous-régional et international, pour commencer sans doute à voir comment est-ce que je pourrais négocier les ruptures que je veux. Les ruptures où se négocient d'une façon diplomatique très pointue, ou s'impose par une révolution. Il n'y a pas une troisième voie. On négocie les ruptures en gérant une période transitoire de continuité, ou bien on dit on a fait la révolution, on déchire tout et on reprend tout.
Cela est très difficile aujourd'hui. Ouais. Ouais, ça, Absolument très difficile. Ah. Donc, c'est pourquoi je comprends que la Banque mondiale ou le FMI ait rappelé au nouveau régime que, attendez, le Sénégal était déjà dans une dynamique de relations internationales, dans des accords, dans des financements, dans des prêts, dans de l'endettement, et que vous êtes tenu de respecter cela. Il faudra maintenant savoir, en les respectant, comment on arrive aussi à mieux nous imprégner de la réelle politique, mais pour voir comment progressivement. Et je sais que le président Sall avait fait, quand le président Sall est arrivé, il est arrivé avec son programme de campagne Yonu Yokute. Ouais. C'est quelques années, je crois, ou quelques mois après, qu'il s'est retrouvé en staff de son parti pour dire « je veux un programme qui va s'appeler le PSE ». Ici, nous avons un régime qui nous a fait une campagne sur la base de système. Changer de système. Il faut d'abord qu'ils prennent les choses et qu'ils comprennent le système, c'était quoi. Au-delà de l'apparence d'un regard d'opposant, c'était quoi le système du point de vue des finances, du point de vue du budget, du point de vue de l'agriculture, du point de vue de l'éducation et de la santé, etc. Pour dire, si c'était ça le système que je dénonçais, je veux une alternative et voilà ce que je propose comme alternative. Donc, laissons encore un peu de temps pour voir comment ça va se passer, mais c'est évident qu'un État ne rompt pas tout de suite parce qu'il y a eu une alternance. D'accord, très bien. Il y a également le dossier des appels à candidature, les compétitions en fait ouvertes, etc. Là aussi, il y a une sorte de rétro-pédalage ou de pédale douce, parce que moi, je pense que quand on gagne, on gouverne avec ses amis, avec les gens qu'on connaît, en qui on a confiance. Sinon, on ne gouverne pas, on gouverne même avec des opposants ou autres. Qu'est-ce que vous pensez de ces appels à candidature? C'était un... comment dire? Un discours de campagne? Oui, voilà, c'est ça. Je crois que c'était à la fois un discours de campagne. Mais dans le discours de campagne aussi, il y a des choses qu'on peut respecter. Et je fais partie de ceux qui pensent que oui, certains postes stratégiques ne devraient pas être exclusivement réservés aux partisans, aux militants, aux amis. Même s'il est vrai, je suis d'accord avec vous que dans l'histoire de l'humanité, en politique, on gouverne avec ses amis et avec ses hommes de confiance. Mais parmi les hommes de confiance aussi, il y en a dans la ville qui ne sont pas dans l'échiquier politique, dans le landerneau politique, dans la militance politique, mais qui méritent une confiance. De par leur sincérité, de par leur engagement patriotique et de par leur expertise. Il faut savoir aller chercher cela. Et les associer, donc, si on veut faire des ruptures dans le système. Donc c'est faisable, quoi, les appels à candidature. C'est tout à fait faisable. Malgré les procédures sans fin et tout ça. Mais ici, au Burkina Faso, il y a des postes qui sont mis en appel à candidature. Ça marche là-bas. Et ça marche. Hassan, ce pays est rempli d'experts et de personnes. Ça marche, mais il y a un régime militaire là-bas. Non, c'était même avant le régime militaire. Le régime militaire l'a trouvé. Ah. Le régime militaire a trouvé ça. Ça a duré au Burkina Faso. Après Blaise Compaoré. Ça veut dire que ça n'a pas marché, en fait. Mais si le régime militaire, c'est parce que ce qui est arrivé, ça va être l'objet de notre débat, ce qui est arrivé au Burkina Faso est lié à la géopolitique sous-régionale. Très bien, oui. Mais il n'y a pas que seulement que ça n'a pas marché. Mais à mon avis, il est possible de voir quels sont les postes qu'on peut mettre en appel d'offres. Ça, c'est du domaine du possible. Et c'est vraiment possible. Il est possible que parmi les postes qu'on met en appel d'offres, que mes camarades soient les mieux indiqués. Mais à condition donc que le jury aussi qui dépouille tout cela ne soit pas un jury partisan, mais un jury de patriotes, un jury d'experts, un jury non partisan, comme le serait par exemple une cour de justice où des magistrats ont juré de ne dire et de ne faire que la justice et la vérité. Très bien. Ouais. Cela est possible. Mais je comprends aussi donc que là où nous sommes, qu'il n'ait pas encore sans doute utilisé cette promesse de campagne en nommant leurs camarades, comme vous dites, leurs amis, etc., etc. Je comprends ça. Mais à mon avis, il est possible de marcher sur les deux pieds. Ah, okay. Voir dans le dispositif administratif quels sont les postes où on a besoin vraiment d'une expertise,
au-delà de la camaraderie. Ce que les Chinois appelaient à l'époque, on peut avoir des gens qui sont des experts et rouges et experts. Comme aussi on peut avoir des amis qui ne sont pas rouges dans le parti communiste de Mao Tse-tung à l'époque, mais qui sont experts sur la question que nous voulons mettre en valeur. Très bien. Que cela aussi ne soit pas exclu. On a exclu beaucoup de gens uniquement parce qu'ils n'applaudissent pas un parti politique, parce qu'ils n'applaudissent pas une coalition, mais qui pouvaient être des personnes tout à fait capables d'aider au développement du pays dans le secteur où ils sont ou selon leur expertise. Mais dès l'instant qu'ils n'ont pas pris la carte du pays, du parti, dès l'instant qu'ils ne sont pas dans l'applaudissement politique, on ne les considère pas. Donc c'est du gâchis énorme et ce pays est rempli d'experts, de cadres, de personnes importantes, hommes et femmes, capables de contribuer positivement au développement du Sénégal. C'est ça, le temps passe vite, il nous reste une poignée de minutes. Avant qu'on parle de la question de l'eau qui vous passionne également, pour en finir, il y a l'histoire des lanceurs d'alerte pour lesquels une loi est en préparation ou est en train d'être imaginée. Moi, je suis un peu sceptique sur ça parce qu'on pourrait aller vers le lancement de beaucoup de fausses alertes avec ces lanceurs d'alerte qui pourraient créer une société de suspicion, la guerre de tous contre tous, etc., etc. Parce que déjà, il y a des administrations et des services qui sont habilités à faire ce... vous pensez quoi de ces lanceurs d'alerte qu'on veut en fait officialiser, je ne sais pas comment dire, mais qu'on veut mettre en place? Oui, je ne sais pas. Qu'on veut encourager. Je ne sais pas si je vais vous surprendre. Je fais partie de ceux qui avaient initié en Afrique et dans le monde d'un groupe où on pensait qu'il fallait protéger les lanceurs d'alerte. On a mis cette affaire-là en marche dans beaucoup de pays en Afrique depuis quelques années, je crois depuis 2013-2014. Et on a même essayé de voir dans ces lanceurs d'alerte comment faire de sorte à les protéger. Mais dans la dynamique simplement citoyenne. Ce n'était pas vraiment une proposition institutionnelle de l'État, c'était une démarche citoyenne. Comment est-ce que nous pouvons arriver à protéger ceux qui dénoncent la malgouvernance, ceux qui dénoncent l'accaparement des biens et des services, ceux qui dénoncent les deniers publics dans la façon dont ils n'ont pas été bien. Ça, c'est du domaine du possible. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut donc éviter que ça serve de règlement de compte. Il ne faut pas que tout le monde se convertisse en lanceur d'alerte. Il faut éviter que des mécontents politiques se convertissent en lanceurs d'alerte et essayent de faire atteindre l'adversaire politique dans le département, dans la commune ou dans le territoire national. Le lanceur d'alerte est une option de militance citoyenne. C'est une option de militance citoyenne où quelqu'un dit « Je ne cherche pas le pouvoir pour être nommé. Je ne cherche pas le pouvoir pour avoir des intérêts personnels. Je cherche à avoir le pouvoir de dénoncer. Et je suis un militant de la société dite civile qui essaie de voir là où ça ne marche pas pour alerter que attention. Là, ça ne marche pas. Quand à l'époque, nous alertions sur le contrat de Suez, on va y arriver, sur le contrat, dans les conditions dans lesquelles ce contrat a été fait. Mais il y en a qui pensaient que nous en avions voulu à quelqu'un. Voilà, c'est ça. Pas du tout. Ça pourrait même être la dernière question, parce qu'on me signale que c'est fini. Il faut aller, donc, selon vous, à la renégociation de ce contrat avec Suez, s'agissant de l'eau ici au Sénégal. Alors, je pense, Hassan, que le contrat de Suez, qui a duré 3 ans, 3 ans de négociation d'un contrat, où à chaque fois la RMP disait non, je n'accepte pas, je ne valide pas, je vous renvoie le dossier. Ça a prouvé donc qu'il y avait beaucoup de micmac. Ce que nous avions dénoncé à l'époque, en portant plainte auprès de l'OFNAC, qui avait déclaré que notre plainte était recevable, une autre plainte à la Cour suprême, une autre plainte à la RMP, etc. Donc, parce que donc on avait vu beaucoup de choses incongrues là-dedans. On avait vu que le contrat avait décidé que parmi les 3 entreprises qui étaient à concurrence, celui qui était arrivé premier n'a pas été choisi et que celui qui est arrivé deuxième, qui était Suez, a été choisi. Comment on lance un appel d'offres? Des entreprises déposent,
Mais on choisit celui qui vient derrière. C'est comme si donc le drapeau du chef de l'État, on l'attribue à celui qui a été terrassé par le premier. Et on avait donc constaté aussi qu'il y avait beaucoup de conflits d'intérêts. Parmi ces conflits d'intérêts, on avait évoqué le fait que c'est Suez qui avait construit le KMS-3. Et le KMS-3 donc était jugé comme l'outil, l'infrastructure qui allait permettre à ce que plus besoin de vivre des coupures d'eau à Dakar. Mais celui qui a construit cela, et dans le dispositif des textes de l'ARMP, il n'était pas permis et admis que quelqu'un construise et soit aussi donc celui qui en même temps compétit pour être le gagnant du contrat. Donc bref, ensuite nous avions constaté qu'il y avait beaucoup de soupçons de corruption. Et on avait évoqué à l'époque des camions de benne. On avait évoqué à l'époque des mouvements d'argent. En écoutant à l'époque l'ancien directeur de Suez qui disait « Dans ce contrat, nous avons mis beaucoup de millions d'euros ». Moi-même, je me suis déplacé à l'époque à Paris pour rencontrer le directeur et lui demander les millions d'euros qu'il a dit avoir dépensés dans ce contrat, c'était pourquoi et pour qui et c'est allé à qui. C'est ça. Mais c'est tout ça donc aujourd'hui, à mon avis, qu'il faudrait que le régime revoie et renégocie. Suez avait promis que les factures d'eau n'allaient pas monter. Suez avait promis que les coûts d'adduction sur le réseau n'allaient pas augmenter. Je vous demande, est-ce que votre facture d'eau n'a pas doublé ou n'a pas triplé? Et tous les jours, on entend des populations, des consommateurs qui disent ce que Sen'Eau m'a facturé n'est pas ce que je pense pouvoir consommer. Bref, voilà donc pourquoi aujourd'hui, un régime qui parle de souveraineté, un régime souverainiste, doit comprendre que l'eau est la première souveraineté, parce que l'eau n'est pas une ressource. L'eau est un bien commun. C'est ça. Le pétrole est une ressource, le gaz est une ressource. L'eau fait et défait la vie. Hassan, quand quelqu'un vient en voyage sur cette terre, c'est l'eau qui l'accueille. C'est ça. Donc, si on vous suit bien, vous voulez nous dire que M. Mansour Faye, qui gérait à l'époque ce secteur, ne l'a pas bien géré, quoi. Je ne cite pas Mansour Faye, je parle d'institutions. Il y a eu Mansour Faye, il y a eu aussi Thiam. Très bien. Qui est passé. Mais donc, disons, l'État n'a pas bien géré. Très bien, merci. Ce contrat-là, à mon avis. Maintenant, dans l'État, il y a aussi des responsables de l'État à la SONES. Très bien, merci. Qui est le bras de négociation du ministère. Oui, c'est ça. Malheureusement, il faut qu'on s'arrête. On vous remercie sincèrement, M. Diouf, parce que vous avez répondu promptement et avec une ponctualité remarquable à notre émission. Mais le temps n'est jamais assez pour épuiser tous les sujets. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Merci également à tous nos auditeurs et téléspectateurs qui restent toujours fidèles à nos émissions. Merci à nos équipes techniques qui se sont occupées avec soin de cette émission. Et bon week-end.